Jeudi 18 janvier 2024, retour sur les conférences de presse de l'UFC 297. Des nouvelles d'anciens pensionnaires de l'UFC, Prochaska prêt pour son camp d'entraînement et bien sûr toute l'actualité du jour, c'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Alors il y en a un qui est toujours à la recherche de son premier finish à l'UFC, bien qu'il soit toujours invaincu en carrière, c'est Movsar Evloev qui affrontera Allen ce week-end. Il espère que les choses seront différentes cette fois et qu'il pourra montrer à tout le monde qu'il peut terminer ses combats avant la limite. Se définissant comme un lutteur de rue, il explique gagner ses combats car il ne commet pas d'erreurs et forcément en n'étant ni un striker ni un jujitsuka, les finalisations sont moins fréquentes. Ces dernières années, il a relocalisé son camp d'entraînement en Floride à l'American Top Team, ce qui lui permet de s'entraîner avec des combattants d'élite comme par exemple Grant Dawson ou Renato Moicano. Loin d'être un adepte du trash talk, il est convaincu que ses résultats parleront pour lui et que sa chance au titre viendra. Il serait cependant assez déçu s'il n'avait jamais eu l'opportunité d'affronter Max Holloway, qu'il considère comme une légende de la catégorie. Alors je rappelle qu'il était censé affronter Topuria il y a quelques années, mais le combat ne s'était jamais fait, alors forcément il est possible que maintenant les deux s'affrontent un jour pour la ceinture, même s'il pense que le mois prochain c'est plutôt Volkanovski qui devrait s'imposer. Concernant son adversaire, quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas été amené au sol depuis 2018, il répond que c'est parce qu'il n'a pas affronté de lutteur de son calibre. Loin d'être des bad boys, on a même vu les deux signer des posters ensemble, chose assez rare pour être soulignée. Mike Malott, lui, est par contre habitué à terminer ses combats puisqu'en 10 victoires, il compte 4 KO et 6 soumissions. Ce week-end, il sera opposé à Neil Magny, un adversaire classé 13 qui devrait en cas de victoire lui ouvrir les portes du top 15. Semaine particulière pour lui, puisqu'il combat à domicile et il le dit, je peux manger avec mes parents puis aller m'entraîner dans une salle où j'ai mes habitudes. Pareil pour ses coachs qui peuvent rentrer chez eux tous les soirs, alors forcément ça les change d'habitude d'être tous dans le même hôtel, de croiser les autres combattants dans les couloirs, etc. Forcément c'est une ambiance un peu différente. Alors bien sûr, combattre chez soi peut être source de stress, mais il explique qu'il attend ce moment depuis 20 ans et qu'il le visualise depuis 20 ans, qu'il a beaucoup travaillé avec son préparateur mental pour transformer toutes ses émotions en énergie positive. Alors Mike Malott, il est sur un 10-1-1 en carrière, 10 finishes, 6 soumissions, 4 KO, invaincu à l'UFC, mais pas si jeune que ça, puisqu'il a quand même 32 ans, mais c'est vraiment à l'heure actuelle le gros espoir des Canadiens pour ramener une ceinture au pays. Un autre Canadien sur cette carte, québécois même, c'est Charles Jourdain, combattant spectaculaire comme vous le savez. Il y a quelques semaines déjà, il annonçait qu'il ne prendrait pas sa retraite tard, 30 ans lui semblant être un bon âge. Alors il est né en 95, donc il lui reste 2-3 ans devant lui. Et on l'a senti tiraillé. D'un côté, son amour du combat, la sensation d'avoir les mains levées au moment de la décision, Bruce Buffer qui annonce ton nom juste avant le combat, l'arbitre qui te demande si t'es prêt à y aller, et ensuite le début du combat qu'il voit comme un moment où on lui enlève ses chaînes. Mais de l'autre côté, il y a tous les sacrifices. Par exemple, à Noël cette année, il n'a pas pu vraiment en profiter. Sa belle famille étant malade, il a passé beaucoup de temps seul et c'est quelque chose qui lui pèse et qu'il n'a plus envie de vivre. Il l'a dit, ouais, j'étais tout seul chez moi avec mes angoisses, avec voilà le combat qui approche, ça monte, tout ça. Je voyais ma part de nourriture qui diminuait tous les jours parce qu'il faut gérer la perte de poids, donc quelque chose de très compliqué. Et on a l'impression qu'il arrive au bout de tout ça. Il fait aussi un parallèle avec Georges Saint-Pierre qui à la fin de sa carrière était complètement vidé, tout en admettant que Georges avait un tout autre type de pression que lui, étant champion et ultra populaire. Et il évoque aussi ses nombreuses angoisses dues à la vie de combattant. Et pourtant, il a l'impression de progresser énormément, à la fois physiquement, il se sent beaucoup plus fort, et techniquement, il dit avoir moins besoin de réfléchir, les transitions viennent plus naturellement, etc. etc. Alors concernant le combat à venir, il est clair que le défi pour lui sera de gérer l'allonge de son adversaire, et c'est pour ça qu'il mise beaucoup sur les kicks ainsi que sur ses angles de frappe, insistant sur le fait qu'il ne faudra surtout pas rester face à son adversaire. Toujours à l'UFC 297, j'ai vu cette photo circuler sur les réseaux de Sean Strickland pendant son camp d'entraînement quand il préparait le combat face à Israel Adesanya, et pendant ce camp d'entraînement là, alors faut faire attention parce que la photo prise à 2-3 semaines d'intervalle, ça peut ne rien vouloir dire, mais ce qui est sûr c'est que en tout cas pour ce combat, le combat du week-end qui arrive, Sean Strickland il est affûté, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, on a vu Sean Strickland et Dricus du Plessis se serrer la main dans le hall d'un hôtel cette semaine. Alors vous voyez, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler de leur conférence de presse à chacun parce que je trouve que c'est pas très intéressant, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose, ça fait déjà la 5e fois qu'on les interviewe, qu'on leur pose les mêmes questions. Mais bon, voilà, vous avez vu tout ce trash talk, toutes ces bagarres au final pour finir par se serrer la main. Bon voilà, c'est un peu le show à l'américaine. Et puis Israel Adesanya qui a donné son avis, alors il veut rien enlever à Sean Strickland, il dit il m'a battu, il a été meilleur que moi, mais je pense que Dricus du Plessis va s'imposer par soumission. Donc la réponse ce week-end.
Sage Northcutt, ancien espoir de l'UFC et maintenant combattant du ONE FC, est de retour pour le ONE 165 à Tokyo face à Shinya Aoki. Et même s'il sort d'une victoire sur soumission, il estime avoir bien progressé au sol ces dernières années. Il est conscient qu'il devra proposer un combat de MMA et non un combat de grappling face à l'ancien champion qui, lui, pour le coup, avec 30 victoires par soumission, est un expert dans le domaine. Alors il l'avoue, hein, la ceinture reste son objectif, mais il explique vouloir prendre les combats les uns après les autres et ne pas se précipiter. Et comme vous le savez, Northcutt, il est connu pour son physique impressionnant, et bah sachez que hors corps d'entraînement, il consomme de 4500 à 5000 calories par jour. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, hein, ça peut vous sembler énorme, surtout pour sa catégorie de poids. Je rappelle qu'il combat maximum à 78 kg, mais il a toujours eu un physique de dingue. Maintenant, Paige VanZant, suite à l'annulation de son dernier combat une semaine avant l'échéance, elle avoue avoir connu une période de dépression. Je rappelle que maintenant elle combat au bare knuckle, et le fait que son mari combattait une semaine avant avait rendu le camp d'entraînement plus simple et tout s'est écroulé d'un coup. Alors ça commence à faire un moment hein, qu'on ne l'a pas vu combattre et elle confie en rigolant que les questions répétitives des journalistes ne lui manquent pas. Et forcément, avec la situation financière qui est la sienne, elle n'a plus besoin de combattre, elle peut combattre quand elle veut et si elle veut arrêter, elle peut arrêter. Et pourtant, actuellement, elle s'entraîne hein, et elle dit qu'elle y prend beaucoup de plaisir. Elle n'exclut pas non plus un retour au catch. On l'avait d'ailleurs vu faire plusieurs apparitions à la AEW. Elle vient tout juste de lancer un podcast aussi et veut continuer à tourner dans des films. Et même si elle ne connaît pas encore la date, elle confirme que son prochain combat aura bien lieu au bare knuckle et que si elle devait revenir en MMA, ce serait au PFL, organisation pour laquelle elle a déjà commenté d'ailleurs. Et concernant le bare knuckle, elle voudrait être comment dirais-je, un peu plus investie au sein de l'organisation. Pourquoi pas faire les commentaires. Et puis je rappelle hein, que même si elle n'a jamais été championne à l'UFC, elle avait vraiment une grosse notoriété qui lui a notamment permis de faire Danse avec les stars. Et concernant son passé, elle raconte que lors de ses premiers combats à UFC, elle n'avait que 20 ans, elle était payée 8000 pour le combat, 8000 en cas de victoire, ce qui lui semblait déjà énorme à l'époque. Et on se souvient que ça avait beaucoup fait parler lorsqu'elle avait décidé de ne pas re-signer avec l'UFC et d'aller plutôt au bare knuckle. Mais elle explique que l'UFC voulait la garder, mais qu'elle sentait que c'était le moment de partir. Et alors je vous ai dit qu'elle était financièrement très à l'aise et elle le doit en très grande partie à son OnlyFans qui cartonne. Elle explique que son agent de l'époque n'était pas pour, il avait peur que ça lui fasse perdre des sponsors, etc. Elle a donc changé d'agent et lorsqu'elle a lancé le OnlyFans, ça a été le jackpot parce qu'en 1 heure, elle avait déjà 52 000 abonnés. Et en plus, le moment était bien choisi hein, puisque c'était juste avant son premier combat au bare knuckle. Et elle avoue qu'à ce moment-là, quand elle a vu 52 000 abonnés, elle a su que sa vie avait changé à jamais. Hein, parce qu'imaginez, OnlyFans, c'est un abonnement mensuel. Alors, je sais pas combien payent les mecs, mais imaginez si elle a juste $1 qui tombe dans sa poche. Pour chaque abonnement, ça lui fait 52 000 $ par mois. C'est un truc de dingue. Et je pense que c'est pas $1. L'abonnement, il est peut-être à 10 €, je sais pas, j'en sais rien du tout. Mais c'est sûr que financièrement, elle s'est mise vraiment dans une super situation. Et du coup, elle explique hein, qu'aujourd'hui, elle a aucun stress pour l'avenir et elle peut se concentrer uniquement sur les choses qu'elle aime. Jari Prochazka qui démarre son camp d'entraînement. Alors forcément, il est revenu sur sa défaite de novembre dernier face à Alex Pereira au Madison Square Garden et il concède avoir fait une erreur à la fois pendant le combat mais aussi dans sa préparation. Ce qui rend la chose encore plus énervante pour lui, c'est qu'il s'est fait avoir de la même façon que tous les autres. Et il le dit, hein, Pereira a fait ce qu'il sait faire, Pereira a fait du Pereira, et je me suis fait avoir. Cette défaite lui rappelle d'ailleurs celle qu'il a subie en 2015 contre King Mo, puisqu'il explique que déjà à l'époque, il avait fait cette même erreur, et qu'il a horreur de faire 2 fois la même erreur. Il ne se cherche aucune excuse, hein, puisque selon lui, le ring rust n'a rien à voir là-dedans. Mais voilà, il doit maintenant s'entraîner pour ne plus que ça arrive et revenir plus fort, plus rapide et juste meilleur. On apprend aussi dans l'interview que dans les 5 semaines qui ont précédé le combat, il n'a pu s'entraîner qu'une fois à cause d'un staphylocoque à la jambe et qui lui a même atteint l'oreille. Il raconte s'être réveillé un matin avec l'oreille extrêmement gonflée. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse. Il explique avoir plusieurs fois combattu blessé, malade, mais que quand tu crois en toi, tu peux le faire, c'est pas une excuse. Pour son combat de retour, il voulait un adversaire bien classé, Rakic ou un autre. Donc aucun problème avec ce qu'on lui propose. Et même s'il a été impressionné par la prestation d'Ankalaev face à Walker, il estime que Hill doit être prioritaire pour la chance à la ceinture. Écoutez, c'est du Prochazka, toujours l'esprit très martial. J'aime beaucoup ce gars-là, hein. J'aime beaucoup son esprit, j'aime beaucoup ce qu'il propose dans la cage. Alors on le savait, contre Pereira, c'était risqué. Déjà, il revenait d'un long layoff, il revenait de blessures en plus. Il a la garde parfois basse, il a tendance à se découvrir. Donc forcément, ce qui devait arriver, arriva. Et sinon, on est à 1 mois tout pile du combat entre Fury et Usyk. Ça va avoir lieu le 17 février, on est le 18 janvier. Donc ça va venir très très vite. Et des nouvelles du feuilleton Baki Doumbé. On a Doumbé qui a tweeté dans la nuit. Maintenant, je viens de recevoir une proposition. #PFL Paris. Et puis on a Baki qui a tweeté quasiment au même moment une annonce bientôt. Alors écoutez, est-ce que le combat arrive ? Je ne sais pas. Je suis vraiment tiraillé. Je ne sais pas quoi en penser. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais en tout cas, ça avance. On devrait avoir des nouvelles des deux très prochainement. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur.
Et la minute auditeur que je commence avec Laurent Cavaille qui me dit: je ne suis pas un fan inconditionnel de Francis Ngannou, mais force est de constater que tous les efforts qu'il a produits, tous les sacrifices consentis payent aujourd'hui, et c'est plus que mérité. Il force l'admiration et le respect, et si on est honnête, on peut juste que le féliciter pour son parcours, en plus de reconnaître le bon gars qu'il est. Big up tout le monde. Ben non, mais ça c'est clair et net. Francis Ngannou, franchement, il gagnera ou il perdra contre Joshua, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est ultra impressionnant. Alors vous êtes nombreux à penser comme David Rousseau et à avoir très peur pour Holloway. Alors il me dit: j'ai très peur pour Holloway, on sait que le menton tôt ou tard peut s'effriter et Gadji frappe comme une mule. En plus, si Max n'a pas préparé sa montée depuis suffisamment longtemps, la différence de puissance risque de lui être fatale parce que Justin va avancer sur lui comme s'il ne sentait pas les coups. Et ça, je suis d'accord avec toi. Holloway, il était monté en poids léger, prendre Poirier. Déjà, on avait senti un gros déficit de puissance. Et là, on ne sait pas. Est-ce que l'UFC lui avait dit: ouais, tiens-toi prêt, ça va arriver? Parce que là, il devait être dans une situation compliquée, Holloway. Est-ce que je reste chez les poids plumes? Est-ce que je monte chez les poids légers? Une montée en poids léger, ça se prépare quand même. Et puis ouais, il a fait que des guerres, il a pris énormément de coups dans sa carrière. Le menton peut le lâcher face à n'importe qui, ça je suis d'accord. Mais le truc, c'est que Gadji, tu peux être sûr et certain qu'il va aller te le tester, le menton. Et mieux vaut être préparé. Ensuite, on a Anthony Marco qui me dit: je pense que Kelvin Kattar peut vraiment battre Sterling. Très sous-coté, il est vaillant, strike en volume et est très malin. Sean Strickland est bien la preuve que le travail paye parce qu'il n'a rien de spécial. Son style et son game plan l'a fait gagner contre Imavov et Adesanya de la même façon. Il ne savait pas gérer un pressure fighter. Imavov aurait vraiment pu le battre s'il avait kické plus. Dricus Duplessis, c'est un peu une fraude, mais son combat contre Whittaker m'a impressionné. Sinon, Doumbé versus Baki, je pense que Doumbé peut l'emporter. Son sol est mystérieux, mais c'est un charbonneur de fou pour assumer sa grande bouche. Alors concernant Kattar, je suis d'accord. Et Sterling, ça va être dur. Si Sterling, il perd ses débuts en poids plume contre Kattar, parce qu'on peut pas non plus lui mettre n'importe qui en face. C'est Sterling, c'est l'ancien champion. Voilà, mais ça va être compliqué pour Sterling. Après, s'il va au sol, je suis confiant pour lui. Mais c'est vrai que debout, Kattar, c'est très très fort. Ensuite, on a Jordan Herman qui me dit: Arnold, j'espère qu'il va détruire Mosvar qui fait que des décisions. Allen est vraiment plus spectaculaire et violent. Un Allen versus Topuria ou versus Emmett, waouh, ce serait dingue. Ouais, bah c'est sûr que quand tu regardes un combat, Allen c'est toujours plus impressionnant. En tout cas, moi je pense que Evloev c'est impressionnant, mais à sa façon, voilà, il te met par terre, il te colle, t'arrives pas à te relever, etc. Mais oui, c'est sûr que pour le spectacle, même l'UFC, je pense qu'ils ont envie de voir Allen gagner plutôt que Evloev. On a Magnon qui nous dit: de Frévola à Poirier, c'est déjà un autre monde, mais de Poirier à Makhachev, c'est une autre galaxie. J'espère qu'il ne subira pas le même destin que Darren Till. Ils l'ont poussé au titre trop vite depuis sa défaite contre Woodley. Il est sur un 1-4. Et oui, tu fais référence à Benoît Saint-Denis, je disais hier, un jour arrivera-t-il au titre, on disait, puisque Gadji est pris, Oliveira est pris, ça se trouve c'est Benoît Saint-Denis qui peut se retrouver à avoir le prochain title shot. Alors, je vous invite à voir l'émission d'hier, j'en ai dit un peu plus que ça quand même. Mais oui, c'est vrai, Darren Till, ça a été vraiment le destin horrible. Il est arrivé au top, on le voyait, on s'est dit: ouais, ça y est, le mec, il va détruire tout le monde, il va être imprenable. Il a perdu, ça a été terminé, descente aux enfers. Aujourd'hui, il est plus à l'UFC, j'en ai parlé récemment, mais très très compliqué. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain à 17h. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. Passez une bonne soirée et à demain 17h. Salut!